Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle série de podcasts proposée par Fentech, une jeune start-up spécialisée dans les innovations deep tech en intelligence artificielle. Si le terme d'IA semble être rentré dans le langage commun à force de vulgarisation, pour autant le consensus sur sa définition n'est toujours pas arrêté, et d'Elon Musk qui voit l'IA partout à Eric Julia qui déclare sa non-existence, nous vous proposons de nous arrêter sur ces deux lettres pour ce premier podcast. Moussab Djirab, cofondateur de Fentech, sera notre invité aujourd'hui pour échanger autour de l'intelligence artificielle. Bienvenue à toi Moussab. Bonjour Sarah. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que vous faites chez Fentech ? Alors, chez Fetech, on est une start-up qui fait de la R&D en IA. On résout en fait des problèmes en utilisant l'IA pour nos clients. Et moi, au sein de Fentech, j'ai la charge de CTO, donc je m'occupe en fait de deux équipes. La première, en fait, ce sont l'équipe de chercheurs qui vont travailler sur les modèles qu'on développe. Et la deuxième partie, ce sont les software engineers qui vont développer les produits finaux qu'on va livrer à nos clients. Ok. Première question qui me vient en tête, ça serait de savoir qu'est-ce que l'IA et à quoi sert-elle en fait ? Le terme d'intelligence artificielle, il commençait à apparaître en fait au milieu du XXe siècle. On peut prendre la définition d'Alan Turing qui définit en fait un test pour dire en fait si l'intelligence est humaine ou pas. Dans lequel en fait il va juste prendre un individu et le faire communiquer avec une machine sans qu'il le sache, et si la machine en fait est reconnue comme étant un humain, c'est que la machine est intelligente. Donc la définition qui est sous-tendue, c'est de dire en fait l'intelligence artificielle serait en fait un mimétisme de l'intelligence humaine. Je pense que c'est qu'une partie de l'iceberg, puisqu'en réalité, quand on regarde aujourd'hui les praticiens de ces domaines-là, ce sont des gens en fait qui préfèrent le terme d'apprentissage statistique. Donc l'idée fondamentale derrière ça, c'est une vision platonicienne dans laquelle en fait on aurait un monde du réel qui contiendrait la data, et on aurait un monde des idées qui contiendrait le mécanisme qui a généré le monde réel. Et le job en fait des praticiens de l'apprentissage statistique, c'est de reconstruire le mécanisme pur, qu'on appelle aussi loi de probabilité, qui aurait généré le réel, à partir des données. Donc notre travail, c'est de faire ça, et une fois qu'on a terminé, on utilise ce mécanisme-là qui a été estimé dans un produit qui va résoudre en fait des tâches pour nos clients. Ok. Et est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit historique en fait de l'intelligence artificielle ? Alors pour l'intelligence artificielle, souvent on met le début après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en fait on a vu les travaux apparaître d'Alan Turing et d'autres personnes qui ont travaillé comme von Neumann ou autres, qui ont travaillé sur de l'informatique et sur des problèmes de décision automatique. Mais on peut se remonter un peu plus tôt. Je pense qu'il y a deux voies en fait de l'informatique et de la mathématique qui sont importantes. La première en fait c'est la théorie de l'information. Donc Shannon en fait dans les années 30 a défini en fait le concept et un certain nombre d'outils pour traiter ce problème-là, qui est en fait, comme on l'a dit, à partir de données, quelle information je peux extraire, et est-ce que je suis capable de reconstruire en fait le signal initial qui a produit ces données-là. Bien sûr, en fait, il y avait des gens qui avaient déjà pensé à ça avant Shannon, par exemple Legendre, qui en 1805 en fait avait écrit un traité sur les comètes, dans lequel il voulait estimer la courbure des méridiens, et il utilisait des données bruitées. Il avait inventé la méthode des moins t au carré pour résoudre ce problème-là. C'est une méthode d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il y a la théorie de l'information d'un côté, et de l'autre, on va aller du côté en fait de l'informatique et de la logique mathématique, avec par exemple Gödel et ensuite Turing. Donc Gödel en fait s'était posé la question de dire en fait à partir d'une logique, qu'est-ce que je peux savoir. Et du coup, il a proposé beaucoup de concepts, et il a travaillé sur le concept notamment de calculabilité. Et ces concepts-là et ce matériel scientifique va être réutilisé notamment par Alan Turing, qui va développer l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui va aussi définir l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui, donc une machine de Turing telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, c'est ces deux histoires-là, je pense, qui définissent l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage statistique ou intelligence artificielle. Et encore aujourd'hui, elles sont toujours existantes, et c'est elles qui participent à l'évolution de cette matière-là. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire de quoi se compose en fait une intelligence artificielle ? Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas forcément de quoi se compose en fait, tout simplement. Alors, la composition, elle est toujours en trois parties. Là, il y a une partie sur les données, donc le monde réel, où on va essayer de recueillir en fait les données et de les avoir dans un format assez propre. Ensuite, il va y avoir
le mécanisme, donc le modèle, il est d'abord métier, c'est-à-dire qu'on va définir les questions qu'on se pose, en fait, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème et quel est notre intérêt. Et on va essayer de convertir ça dans un langage mathématique pour avoir un modèle mathématique qu'on va pouvoir euh, optimiser, utiliser en faire un algorithme et essayer de résoudre en fait le problème associé. Et enfin, il va arriver la partie où on va essayer de mettre à l'échelle l'algorithme, en fait, le mécanisme qu'on a découvert. Et là, en fait, il faut une infrastructure de scalabilité, donc utiliser du cloud, des machines et des outils d'automatisation pour délivrer en fait un résultat final. Un résultat final. Et en fait, que ce soit des personnes dans le monde des entreprises ou des chercheurs, c'est toujours à peu près les trois étapes des projets en fait, dans ce domaine-là. Ok, et une question légitime qu'on pourrait se poser, c'est dans notre société actuelle, quels seraient les enjeux en fait, de cette science? Alors les enjeux sont à la fois internes et externes. Il y a des enjeux internes en fait à cette matière-là, puisqu'en fait on a des enjeux de formation, où on doit en fait former des bons profils, mathématiciens, informaticiens, mais pas que, qui puissent en fait traiter des problèmes d'intelligence artificielle et faire évoluer cette matière-là, parce qu'en fait pour continuer et pour réaliser les promesses de cette science-là, il faut qu'on continue à avancer. Donc il y a des enjeux de formation, il y a aussi des enjeux liés à la capacité à accéder à du hardware qui est capable de réaliser certains calculs, et ça c'est un vrai enjeu quand on parle aujourd'hui d'ordinateurs quantiques ou le problème sur les cartes graphiques ou ce genre de choses. C'est un enjeu en fait d'avoir accès à cette puissance de calcul. Et ensuite il va y avoir des enjeux externes. Les enjeux externes, je pense qu'il y a la vulgarisation. On a besoin en fait que la société soit de plus en plus cultivée sur ces sujets-là, puisque en fait, ce sont cette matière-là en fait a vocation à être utilisée par le plus grand nombre, et il est important que le plus grand nombre en fait la comprenne. Donc l'enjeu de vulgarisation est important puisque c'est lui qui va aussi permettre l'investissement social dans cette matière-là. Donc former les profils, former les futures personnes qui vont faire réaliser des produits dans ce domaine-là. Un autre enjeu en fait va être l'enjeu quelque part de sa codification métier, puisque aujourd'hui il y a une guerre économique autour en fait de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entreprises proposent des cadres d'utilisation, des régulations des États et des organisations d'États telles que dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de débats et beaucoup de projets de loi en fait sur sa régulation, et tout ça en fait ce sont des vrais enjeux parce qu'il risque d'y avoir des fractures au niveau géopolitique avec différents continents et différentes manières de le faire. Donc voilà, tout ça en fait c'est des enjeux à la fois internes et externes qui bien sûr communiquent les uns avec les autres, mais qui sont très importants aujourd'hui et qu'il faut traiter. Et est-ce que cette science elle connaît des limites? Alors là c'est une question c'est oui et non. Oui, dans le sens où on sait aujourd'hui, par exemple quand on reprend les travaux de Gödel et d'Alan Turing surtout, qu'entre un instant T et un instant T plus 1, jamais on ne pourra prédire la totalité du futur à une date donnée, puisque c'est mécaniquement impossible. Par contre, sur des tâches très précises, on arrive déjà à faire mieux que l'humain. Donc en fait, en quelque part, on arrive à dépasser les limites, on va dire, humaines. Par exemple, dans la radiologie, on arrive à diagnostiquer des tumeurs de manière beaucoup plus précise que l'humain et avec une vitesse beaucoup plus importante. Donc on peut traiter beaucoup plus de dossiers. Maintenant, ce qu'il faut comprendre en fait dans l'intelligence artificielle ou l'apprentissage statistique tel qu'elle est appliquée aujourd'hui, les limites sont aussi les limites des autres sciences, puisque en fait l'IA toute seule ne sert à rien, il faut qu'elle soit connectée à une autre matière. Et au moment où on va essayer de connecter par exemple au langage, quand on parle de traitement automatique du langage, souvent les limites du modèle vont être des limites de la compréhension du langage. L'évolution de l'IA dans ce domaine-là a aussi été justifiée par le fait de nouvelles avancées dans ce domaine-là, notamment quand on prend les théories de Noam Chomsky sur le structuralisme dans le langage, où on peut retrouver des parallèles dans d'autres domaines. La capacité en fait à développer les autres sciences et aussi a un impact sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu pour dire que la limite en fait de l'IA, c'est aussi une limite des autres sciences et de l'humain en réalité. Et en parlant d'autres sciences, on pourrait se demander si elle connaît des inconvénients plus que les autres en fait. Alors moi je pense que non, puisque en réalité si on définit l'intelligence artificielle comme apprentissage statistique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, et on sait que du coup les mathématiques, c'est comme si on disait les mathématiques ont-ils des inconvénients? Non, ils n'ont pas.
c'est un outil, et en réalité, la manière dont on va l'utiliser va poser plus ou moins problème. Donc le problème n'est pas en fait dans l'outil en lui-même, mais dans la manière de l'utiliser. Maintenant, il y a d'autres sciences je pense qui posent beaucoup plus de problèmes, mais on en parle beaucoup moins. Par exemple, en biologie, il y a beaucoup plus de problèmes éthiques et politiques et autres en fait qui en découlent, puisqu'en fait on touche à des choses qui sont très sensibles socialement et politiquement, et en fait on en parle beaucoup moins, on essaie de mettre ça sous le tapis peut-être, mais il y a d'autres, voilà, on va dire qu'il y a d'autres sciences qui posent des challenges beaucoup plus importants en termes éthiques. D'accord. Et il y a quelque chose que je pense que pas mal de gens se posent comme question, c'est est-ce que cette intelligence, elle pourrait surpasser l'intelligence humaine? Parce que je pense que c'est quelque chose qui fait pas mal peur et qui fait que certaines personnes sont assez réticentes. Alors sur l'intelligence humaine, je pense un ordinateur en fait il va forcément traiter beaucoup plus de cas sur une tâche très précise, bien définie, et ça on en a déjà la preuve. Par contre sur des tâches beaucoup plus complexes, aujourd'hui il y a très peu de tâches complexes qu'on arrive à faire en fait avec de l'IA. On reste encore à un niveau, on est très loin en fait d'y arriver. En tout cas le Terminator c'est pas pour aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de est-ce qu'on dépasse l'humain ou pas, l'objectif de l'IA, de l'apprentissage statistique, ce n'est pas forcément, en fait c'est de réaliser des tâches qui sont intéressantes pour l'humain, mais ce n'est pas forcément de copier l'humain. C'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de réaliser des tâches que l'humain voudrait voir réaliser. Et il y a déjà peut-être des tâches en fait qui sont pas réalisables par l'humain, mais que la machine arrive à faire. Quand on analyse en fait des données spectrales ou des données satellites, aucun humain n'analyse des données satellites à la main. Je veux dire, on ne fait pas ce genre de choses. Mais il n'y a que la machine qui va pouvoir le faire, et l'humain utilise la machine. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, c'est ça en fait, un des contradictions dans le terme intelligence artificielle, c'est que le but de l'apprentissage statistique n'est pas de copier l'humain, mais de réaliser de l'intelligence, en fait, de faire du lien et de trouver des solutions à des problèmes. Maintenant, est-ce qu'une intelligence artificielle peut dépasser l'objectif que l'humain lui a fixé? Aujourd'hui, dans l'informatique telle que définie par Alan Turing et autres, ce n'est pas possible, puisqu'en fait, ce qui va être mis en place dans un ordinateur, c'est un programme qui est défini par un humain avec un objectif, et un programme ne peut jamais quelque part se réécrire ou faire autre chose qu'on lui demanderait. Donc ça, c'est un peu, ça reste de l'ordre du fantasme, on va dire. Ok. Et vu l'essor de cette science, je me pose cette question, ça serait de savoir comment cette science révolutionnera en fait notre futur, notre quotidien. Alors ça c'est une question assez, c'est toujours très difficile de trouver des points de disruption, on va dire, dans le futur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que les avancées dans l'intelligence artificielle permettront des avancées dans les autres sciences. Ce qui en fait permettra en fait des avancées et des changements très profonds en fait en termes sociaux. Mais je pense en fait que un des effets qui peut faire peur et qui peut poser de questions, en fait, c'est l'effet économique et social en termes d'inégalité dans la population, puisque aujourd'hui, si on arrive à faire beaucoup de tâches qui sont simples et pour lesquelles des gens sont payés, on réduit en fait le stock d'emplois disponible en fait sur le marché de manière mécanique. Alors la logique schumpeterienne qui voudrait qu'on ait une destruction créatrice et que des anciens emplois disparaissent et que de nouveaux emplois apparaissent, en fait le matching n'est pas sûr. C'est-à-dire que des anciens emplois sûrement vont être supprimés, mais les nouveaux emplois n'auront pas forcément en fait le vis-à-vis. C'est-à-dire si demain on avait besoin de 3 milliards d'ingénieurs, on sait très bien qu'on ne peut pas former autant de personnes en tout cas à ces métiers-là qui nécessitent forcément un niveau de compétences et de formation assez sélectif, et on n'aura pas les personnes là-dessus. Donc là c'est une vraie question sociale, c'est de dire en fait, c'est changer le paradigme qui justifie en fait l'innovation et les changements futurs. Et ça c'est une question qui est voilà, on sort de la sphère scientifique, on irait plutôt sur la sphère politique et autres, et c'est pas voilà, ça c'est pas à nous de décider ce genre de choses ou autre, mais la question se pose et elle va être de plus en plus importante dans les années à venir. Merci à toi en tout cas pour ton intervention, c'était super intéressant. Merci Sarah. J'espère que ça pourra répondre en fait aux nombreuses interrogations qu'on peut se poser sur l'intelligence artificielle.
Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast et n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de Fentech. Salut!